Au 19 et au 20e siècle, un produit va particulièrement se populariser, c'est le tabac, et plus précisément le tabac sous forme de cigarette. En Europe, on va notamment voir arriver le tabac blond des États-Unis qui est plus doux et qui va séduire plus de monde. Sauf que dans les années 50, des premières études viennent montrer la nocivité du tabac et surtout son lien avec les cancers. C'est à ce moment-là que les industriels du tabac vont mettre en place une intense campagne de lobbying pour instaurer le doute et combattre les politiques anti-tabac. Parce que les premières études sur la nocivité du tabac vont amener à une modification de l'image du tabac auprès des consommateurs et de l'opinion publique. La première réaction des industriels va être de financer des recherches scientifiques contradictoires pour disséminer le doute. C'est notamment à cette période-là que va naître le CTR, le Council for Tobacco Research. Cet organisme va financer plus de 1000 chercheurs qui vont produire pas moins d'environ 6000 articles. Au total, ce sera 282 millions d'euros qui seront dépensés pour financer ces recherches. Le CTR est finalement dissous en 1998 pour avoir trompé le public. Une autre stratégie des industriels va être de développer de nouveaux produits qu'ils promeuvent comme moins nocifs. C'est comme ça que vont apparaître des cigarettes light, des cigarettes avec un filtre. Seulement, le produit était conçu avec des fibres d'amiante, un autre produit qui est possiblement cancérigène. Encore aujourd'hui, les industriels proposent des produits qu'ils présentent comme des alternatives aux cigarettes. Mais en réalité, ces produits servent souvent à initier des nouveaux consommateurs au tabac. C'est par exemple le cas de la puff, dont les consommateurs sont jeunes et qui commencent souvent à fumer avec la puff. Cette cigarette électronique jetable sera d'ailleurs interdite à la vente dès le début de l'année 2024. Revenons-en aux industriels du tabac. Ils vont séduire de plus en plus de consommateurs via notamment le marketing et la publicité. Ça va passer par le parrainage de festivals comme Montreux Jazz en 2012, mais aussi au sponsoring comme l'écurie British American Racing. Dès 1920, le lobby du tabac va payer des acteurs pour qu'ils fument à l'écran. Comme notre grand comique Fernandel, fumait et offrait les excellentes cigarettes Weekend. 25 à 52% des ados américains auraient ainsi commencé à fumer par mimétisme. Les industriels vont aussi avoir une influence sur les médias et les informations qu'ils relaient. On donne beaucoup la parole aux buralistes dans les médias, ce qui va faire qu'il y a 2 fois plus d'arguments contre l'augmentation des taxes que pour. On a aussi souvent une grosse surestimation de l'importance de la contrebande, avec des médias qui reprennent les chiffres de l'industrie du tabac, par exemple de 35% au lieu de 14 à 17% seulement. Contre ces formes de marketing et de publicité, l'OMS préconise tout simplement l'interdiction de toute forme de publicité pour les cigarettes et pour le tabac en général. Mais le lobbying ne s'arrête pas là. Les lobbyistes du tabac vont aussi aller s'intéresser à la politique. Ils vont par exemple déployer beaucoup de moyens pour payer des places de cinéma, de spectacles ou de voyage par exemple, qu'ils offrent ensuite à des élus. De la même manière, un gros budget va être mobilisé pour les événements où les politiques sont invités. Le lobby du tabac, il va s'opposer à peu près tout ce qui va nuire au business de l'industrie du tabac. Il va se prononcer contre l'augmentation des taxes, les paquets neutres ou les images chocs sur les paquets. Tout ça, c'est encore plus frappant dans l'Union européenne, où le lobbying est devenu normal et même accepté, notamment à Bruxelles, là où siège la Commission européenne. Vous voyez ce qu'il y a dans ces boîtes. Ici, il y a du tabac brut, des e-cigarettes. Une avalanche de cadeaux. En quelques semaines, cette députée européenne a reçu des dizaines de produits du tabac envoyés par les industriels. Une pratique strictement interdite, mais pourtant courante. C'est scandaleux. Quand vous voyez l'argent qui est mis, grosso modo, on a évalué à 7000 € par député. Imaginez ce que ça représente, vous voyez, sur la pression d'un lobby qui est là pour faire du profit. Et la plupart des parlementaires le reconnaissent. Depuis qu'ils planchent sur la directive tabac, la pression exercée sur eux par les lobbies n'a cessé d'augmenter. Selon la presse anglo-saxonne, les géants mondiaux de la cigarette auraient déjà investi plus de 100 millions d'euros ces derniers mois pour séduire les élus européens. Et à Bruxelles, ils ont pignon sur rue. Le bâtiment du Berlaymont, le navire amiral de la Commission européenne, est littéralement encerclé par les représentants du tabac. Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco, Imperial Tobacco et d'autres syndicats professionnels du secteur y ont leur bureau. Par voie de communiqué, tous affirment
affirment que l'influence qu'ils exercent est légale, mais ils refusent de répondre à nos questions. L'industriel Philip Morris avait par exemple fait un listing et un profiling des députés européens pour mieux les influencer et mieux contrer les politiques publiques de lutte contre le tabac. Des eurodéputés classés rouge, bleu ou vert par le groupe Philip Morris. Rouge, ce sont ceux qui s'opposent à l'industrie du tabac. Les verts, ceux qu'il faut tenter d'approcher en urgence. C'est ce qui ressort d'une note confidentielle publiée par nos confrères du Parisien. En 2017, le même industriel crée la Fondation pour un monde sans tabac. Une fondation qui a en réalité pour but la promotion des nouvelles productions de l'industrie du tabac. C'est aussi par voie de justice que les industriels du tabac vont essayer de faire pression sur les différents gouvernements. En Uruguay ou en Australie, des industriels du tabac ont par exemple porté plainte contre les États après que des mesures contre le tabagisme aient été mises en place. Alors, ils ont perdu le procès, mais ils ont gagné du temps dans les discussions parce que les menaces d'action en justice freinent souvent les actions des États. Les politiques d'action anti-tabac sont plutôt bien acceptées par la population en général, mais l'intervention des lobbies complique les choses. Pour rappel, le tabac, c'est 8 millions de morts par an. Et sur ces 8 millions, 1,3 ne sont pas fumeurs. Le tabac, c'est aussi une addiction dont il est difficile de se défaire. Et pour essayer de se battre contre cette addiction et contre les lobbies, des politiques sont mises en place pour que les citoyens puissent essayer d'arrêter de fumer, notamment avec le mois sans tabac qui a lieu au mois de novembre. J'ai les poumons qui sont complètement malades. Je survis. J'ai plus de souffle, je peux plus marcher. Et je suis obligée de me promener toujours avec ma bonbonne à oxygène. Maintenant, j'attends de mourir.